La sourdine est mise sur l'affaire du bois de rose. L'Assemblée nationale et le ministère de l'Environnement n'en parlent plus. Que se passe-t-il? Les 4 agents de l'ACM détenus à Diego dans le cadre de l'affaire Ravalomanane sont malades, confient ce jour leur avocat. Leur demande de liberté provisoire n'a pas eu de suite. Des images diffusées en boucle sur la télévision irakienne, celle d'une victoire importante de l'armée, reprise le week-end dernier de la raffinerie de Baïdji, la plus importante du pays, aux mains des djihadistes. Le site était assiégé depuis plusieurs mois. Bonsoir, vous êtes sur Cool TV, c'est votre journal, bienvenue à tous. La sourdine est mise sur l'affaire du bois de rose. L'Assemblée nationale et le ministère de l'Environnement n'en parlent plus. Que se passe-t-il? Où est le suivi de l'enquête sur les noms dévoilés? Quel sera le sort des bois de rose saisis à l'étranger, des stocks de bois de rose saisis à Madagascar? Qu'en est-il de la persistance des coupes illégales de ce bois précieux? Jusqu'ici, aucune information ne filtre sur le suivi des rondins de bois de rose saisis. Où sont les responsables? Quelle est la raison de ce silence? Pourquoi la loi n'est-elle pas appliquée? La rencontre entre les membres du gouvernement et les députés d'hier n'a pris fin que vers minuit 30. Une rencontre qui n'a pas tenu ses promesses. La majeure partie de la réunion a été consacrée aux louanges, aux remerciements ainsi qu'à la mendicité. Pas un mot sur le scandale ou les sujets chauds de la conjoncture. D'ailleurs, le ministre de l'Environnement n'a pas honoré la rencontre. Pourtant, l'exportation illicite de bois de rose continue. Des noms ont été dévoilés, mais jusqu'ici, il semble que l'enquête est bloquée. On ne sait pas pourquoi ou par qui. Le sort du bois de rose saisi, que ce soit à l'étranger ou à Madagascar, reste également inconnu. Seront-ils brûlés ou vendus? Des questions qui restent sans réponse. Après les derniers inventaires effectués en 2012, nous avons encore plus de 200 conteneurs de stock de bois de rose, un stock d'une valeur de 900 millions de dollars dans le budget de l'État. Le silence des responsables sème le doute. Que se passe-t-il? Le politicien Pierre Tirana a rendu l'âme ce matin à l'âge de 63 ans suite à un arrêt cardiaque. Fils du premier président de la République de Madagascar, Philibert Tirana, ce politicien était membre du Conseil supérieur de la transition. Les veillées funéraires se tiendront chez la demeure de sa famille. D'après les informations, toute la famille de Cool TV, Cool FM présente sa condoléance à la famille. Mais également dans l'actualité, ce 19 novembre, les 4 agents de l'ACM ou Aviation Civile de Madagascar, détenus à Diego dans le cadre de l'affaire Ravalomanane, sont malades, confient ce jour leur avocat. Leur demande de liberté provisoire n'a pas eu de suite. Ils sont toujours détenus à Diego, tout comme Marc Ravalomanane et Jean-Marc Koumba, son ancien garde du corps. Les détails. Leur grève de la faim entame sévèrement la santé des 4 agents de l'aviation civile de Madagascar. Selon leur avocat, ils ont voulu attirer l'attention de l'État sur leur cas. Leur défense les a conseillés d'abandonner leur initiative. Leurs proches n'ont pu jusqu'ici leur voir. Ils sont interdits de visite, bien qu'ils n'aient pas encore été condamnés ni jugés. Leurs familles se plaignent par ailleurs de problèmes financiers pour les honoraires de l'avocat. Il lance un appel à l'endroit de la famille Ravalomanane pour les aider. D'après nos sources, 3 de ces agents sont placés entassés une même cellule. Leur supérieur est placé avec Jean-Marc Koumba dans la prison de Diego. En ce qui concerne Marc Ravalomanane, son procès n'a pas encore été décidé. Il est toujours en résidence surveillée à Diego. Des proches qui lui ont rendu visite à Diego sont avares d'informations. Les activités des entreprises franches ne reprendront qu'une fois le problème de délestage résolu. Ce problème entraîne aux environs de 20% de pertes pour une entreprise de la capitale. Ce délestage explique la réticence des entrepreneurs étrangers à revenir s'installer à Madagascar dans le cadre de l'AGOA. C'est un reportage de Lily Rabiat. Une trentaine d'entreprises franches devront rouvrir en 2015 dans le cadre de l'éligibilité de Madagascar à l'AGOA.
Le président du groupement des entreprises franches et partenaires a fait savoir hier dans son discours que ces entreprises ne reprendront pleinement qu'une fois ce problème résolu leur activité. Une coupure de l'électricité de 3 heures cause une perte d'au moins 20% pour une entreprise implantée dans la capitale par jour, ce qui n'est pas encourageant pour ces entrepreneurs. Les problèmes de délestage augmentent de 20% les dépenses des entreprises, ce qui déclenche une perte de 30% pour leurs activités journalières, réduites à 70%. Ces entreprises réservent aussi environ 50 milliards par jour en prévision de l'approvisionnement des groupes électrogènes en carburant. Ce sont ces facteurs qui limitent les effets positifs du retour à l'AGOA. Et le marché boursier n'est pas encore accessible pour les petites et moyennes entreprises. Il se présente toutefois comme une solution rapide pour redresser l'économie du pays par la maîtrise des prix des denrées. L'État malgache n'envisage pas encore cette politique. Zora Koutoudjine. 5 millions d'arias, c'est le fonds minimum pour accéder au marché boursier. Ce sont actuellement les grands investisseurs qui sont intéressés par le système. Selon Amina Pelanouj, opérateur boursier, 300 vendeurs d'actions sont actuellement actifs sur le marché boursier national. Ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont les plus cotées. Selon Odilon Djemanzar, député membre de la Commission économique de l'Assemblée nationale, il est temps de pousser à la roue ce système de bourse pour maîtriser l'inflation et redresser ainsi l'économie. À Madagascar, c'est plutôt la vente des bons de trésor pour adjudication qui commence à faire partie des mœurs. Et les rats envahissent Anousbé, les ordures s'amoncellent aux alentours du plus grand marché d'Antananarivo. Chaque commerçant doit disposer d'une grosse soubique et d'un balai, sous peine de se voir retirer leur autorisation de vendre. Le budget prévu pour l'évacuation des déchets du marché ne peuvent plus faire face aux problèmes. Les détails. Les habitués d'Anousbé, tant les commerçants que les clients, vivent dans l'insalubrité totale. Les camions de la commune urbaine n'arrivent plus à évacuer les ordures de la ville. Période de pluie, période des fruits, il y a quelques jours de la fête de fin d'année, le marché d'Anousbé est fréquenté par une masse de personnes. Les rats pullulent, les commerçants endurent les nuisances de la saleté. 3 à 4 tonnes de déchets par jour sortent de ce marché. Les bacs à ordures ne suffisent plus. Le premier responsable du marché d'Anousbé, Ralalen Anirin Yves Théophile, affirme ce jour que les commerçants doivent également prendre en main l'assainissement de leur lieu de travail. Le SAMVA utilise en moyenne 3000 litres d'essence par jour, soit 8 400 000 ariars, pour collecter les ordures dans les grands marchés d'Antananarivo. Rui Rasoumaroumak, directeur général de la SAMVA, affirme qu'à part le manque de camions, le manque de personnel constitue un autre grand blocage à l'assainissement des marchés. La commune urbaine est débordée. Jusqu'ici, le budget prévu pour l'assainissement n'a pas changé alors que les pluies augmentent le poids des ordures. Les responsables savent-ils que la peste commence à faire sa rentrée ? Et nous passons aux actualités internationales. Les services de lutte antiterroriste en Irak ont annoncé que la raffinerie de pétrole de Baïdji, la plus grande raffinerie du pays, située dans la province de Salaheddin, a été complètement libérée des mains de l'organisation de l'État islamique. Cette organisation qui avait pris le contrôle de la raffinerie de Baïdji au mois de juin dernier, lorsqu'elle avait fait main basse sur le district du même nom, après le contrôle de la ville de Mossoul. C'est un reportage de France 24. Ce sont des images qui tournent en boucle sur la télévision irakienne. Des blindés de l'armée qui progressent dans l'enceinte de la plus importante raffinerie pétrolière du pays. Située à seulement 250 km de Bagdad, la ville de Baïdji était aux mains des djihadistes. Le complexe industriel totalement encerclé depuis 5 mois. Une victoire importante qui conforte la stratégie du nouveau gouvernement irakien d'Haïdar al-Abadi. Depuis son arrivée au pouvoir, il a choisi de payer les salaires, d'armer et de former les tribus locales et les combattants kurdes, un soutien crucial sur le terrain. Lorsque les forces de sécurité et les communautés locales travaillent ensemble, elles ont beaucoup plus de chances de réussir que si elles ne le font pas. Baïdji en est un bon exemple.
Les forces irakiennes ont également pu compter sur le soutien aérien des États-Unis, un soutien qui devrait encore augmenter avec l'envoi de 1500 hommes supplémentaires. Le chef d'état-major américain, le général Dempsey, était à Bagdad samedi pour évaluer la situation sur le terrain. Malgré ces efforts, l'organisation de l'État islamique contrôle encore de vastes territoires comme la région d'Al-Anbar, en Irak, mais aussi en Syrie. Sur ce front, la ville de Kobané est toujours le lieu d'intenses combats. D'après certaines ONG, les combattants kurdes auraient regagné du terrain face aux djihadistes. Ces derniers contrôlent toujours une partie importante de la ville. Et Israël a repris, après des années, la pratique controversée consistant à détruire les maisons d'auteurs d'attentats à Jérusalem, employant la main de fer promise par son Premier ministre en représailles à l'attentat meurtrier commis hier par 2 Palestiniens. Un policier a d'ailleurs succombé à sa blessure. La communauté internationale multiplie les appels au calme. C'est toujours un reportage de France 24. Ils sont revenus prier, malgré tout, comme un message lancé aux terroristes. Le sang projeté sur le sol a été nettoyé, sur le mur le nom des victimes. Seules les fenêtres portent encore la marque de l'attentat. Devant les caméras, les fidèles ont repris leurs habitudes et ils s'en remettent à Dieu. Ce genre d'événement montre que notre futur dépend de Dieu. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Rien n'est jamais acquis. Devant la synagogue, la présence policière a été renforcée. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement pour faire face à ce qu'il appelle la vague terroriste. Benyamin Netanyahou a aussi ordonné la destruction de la maison des 2 assaillants, 2 jeunes Palestiniens de Jérusalem-Est. Le père de l'un d'eux est atterré. Je ne pensais pas que mon fils allait mener une telle attaque, une telle opération, un tel acte. Ici, chaque action entraîne une réaction. Moi, ce que je veux, c'est la paix, une paix juste. Un peu plus loin, une autre maison a été rasée, celle d'un autre Palestinien. Il avait mené le mois dernier une attaque à la voiture bélier à Jérusalem et tué 2 personnes, dont un bébé. Et vous le savez, après les actualités internationales, rappel des grands points de ce journal, la sourdine est mise sur l'affaire du Bois de Rose. Que se passe-t-il? Où est le suivi de l'enquête sur les noms dévoilés? On a vu également les 4 agents de l'ACM ou l'aviation civile de Madagascar détenus à Diego dans le cadre de l'affaire Avalman qui sont malades, confient ce jour leur avocat. Leur demande de liberté provisoire n'a pas eu de suite. Et enfin, le délestage qui explique la réticence des entrepreneurs étrangers à revenir s'installer à Madagascar dans le cadre de l'AGOA. Les activités des entreprises franches ne reprendront qu'une fois ce problème résolu. Et n'oubliez pas que le journal en version française est disponible sur tv.cool.mg. Dans un instant, ne ratez pas votre série Perception ainsi que 2 films, Les recettes du bonheur et The Seasoning House. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à partir de 20h45. Au revoir et bonne soirée à tous.